France spécialisée en stratégie et acquisition de campagnes SIA, SMA et aussi display programmatique. Donc, on couvre tout l'univers paid et acquisition paid. Vous avez ici un aperçu de notre périmètre d'expertise, tant sur la partie search, display social, avec l'ensemble des plateformes que l'on gère et des outils, et également le volet audience, que je n'ai pas précisé, qui permet en fait d'agréger toutes ces plateformes entre elles, toutes ces audiences entre elles qu'on va récolter sur chacune des plateformes, et aussi toutes les données de conversion, de façon à raisonner le moins possible en silo, et d'avoir vraiment une stratégie cohérente d'acquisition paid globale sur l'ensemble des canaux d'acquisition paid. Voici ici quelques références que l'on a. Alors, j'ai sélectionné des références, on va dire industrie, mais aussi B2B, qui vous parleront peut-être plus. On a aussi beaucoup de références retail. Donc voilà, ça vous donne un petit aperçu du type de portefeuille que l'on peut gérer. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, l'idée ici, c'était de vous faire une série de, de tips, parce qu'on peut difficilement monter une stratégie complète en 30 minutes, d'autant plus que pour créer une vraie stratégie d'acquisition, il faut vraiment l'adresse du site internet, le détail de l'activité, comment ça fonctionne, mais sur la partie industrie, il y a quelques similitudes. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous lister quelques tips très, j'allais dire, pratico-pratiques, très pragmatiques, pour que demain, vous puissiez optimiser la stratégie qui est actuellement en place sur vos campagnes. Et on va faire un focus particulier sur le search, donc sur la partie SIA. Donc tout d'abord, ce qui est très important, c'est de vraiment cleaner, de mettre au propre toute la partie suivi de conversion. C'est souvent la problématique récurrente, c'est de savoir, et surtout en SIA, pour chaque euro investi, combien derrière j'arrive à générer. Et la problématique des différents acteurs de ce secteur, généralement, c'est qu'on est, on est très souvent sur de l'acquisition de leads, et on ne sait pas forcément combien, du coup, rapporte réellement chaque lead. Est-ce que chaque lead que l'on génère est qualifié ou pas? Comment mieux qualifier ces leads-là? On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Alors, avant toute chose, bien entendu, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place un tracking qui soit à la fois fiable et efficace. Donc nous, ce qu'on vous préconise tout le temps, on vous préconisera tout le temps chez AdsUp, c'est de poser à minima le tag de suivi des conversions Google Ads, si vous ne l'avez pas encore, parce qu'il permet en fait d'avoir une vision très complète de ce qui se passe, et notamment la vision multi-appareil, c'est-à-dire tous ceux qui vont, par exemple, découvrir votre site internet sur mobile, qui ne vont pas tout de suite laisser leur email ou faire une conversion, et ensuite reviendront sur un PC classique pour faire cette conversion. Le tag de suivi des conversions Google Ads va pouvoir pister cet internaute d'un device à l'autre, grâce en général à ces identifiants de connexion Google. Mais comme tout le monde n'est pas connecté à un compte Google, il y a une extrapolation qui est faite en fait par Google, une extrapolation statistique qui permet de donner un chiffre très très fiable à plus de 95% sur la conversion d'un appareil à l'autre. Donc tag de suivi Google Ads. Alors il a d'autres avantages aussi, il est assez réactif dans la remontée des conversions, il est très simple à poser. Après, vous avez bien sûr d'autres outils, il ne faut pas se limiter qu'au tag Google Ads, parce que le tag Google Ads vous donnera la vision de ce qui se passe sur vos campagnes paid, c'est-à-dire sur vos campagnes Google même, mais occultera totalement ce qui se passe sur vos autres canaux d'acquisition, ce qui est quand même un peu dommage. Donc il a des avantages quand vous raisonnez à l'échelle Google Ads pour le pilotage du quotidien, mais il faut mettre en place aussi d'autres indicateurs de suivi. Donc ici, on a mis Google Analytics, bien entendu, mais vous pouvez mettre aussi en place des outils tiers, typiquement du Adobe, du Commander Act, etc., etc. Si vous êtes un peu Google sceptique et que vous pensez, on a souvent cette remarque que Google avantage ses résultats, ce qui a priori n'est pas le cas, bien entendu, mais si on veut avoir vraiment une vision tierce, une vision externe du suivi des conversions, et qu'on se rassure, on peut aussi poser en parallèle d'autres tags de partenaires. On peut mettre autant de tags que l'on souhaite, il n'y a pas d'incompatibilité entre les tags. Chaque tag peut ramener de son côté l'information, et ensuite vous pouvez faire des comparaisons.
Voilà, donc une fois que ces tags-là sont mis en place sur les différentes pages, il va falloir configurer sur votre compte Google Ads la façon dont vous allez lire les rapports. Il va falloir que vous puissiez identifier en fait les différents types de conversions que vous allez avoir. Généralement, quand on récolte du lead, on a plusieurs sources de lead. Alors parfois, par exemple, vous pouvez proposer de télécharger un guide, un livre blanc, un catalogue, peu importe, un catalogue de services. Et il peut y avoir aussi le formulaire pour vraiment demander à être rappelé, voilà, des formulaires plus engageants que simplement récupérer un contenu. Donc, il est important que au niveau de chacune des campagnes que vous allez créer sur votre compte Google, vous puissiez en fait définir quelles sont les informations leads qui vont remonter sur chaque campagne. On peut par exemple créer une campagne spéciale téléchargement de livres blancs par exemple, et faire remonter uniquement les conversions en provenance du formulaire lié au téléchargement de ce livre. Et sur la campagne lead j'aimerais être rappelé, on peut faire remonter uniquement le tag de suivi de conversion de ce formulaire-là. En fait, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Campaign Level Conversion. Ça veut dire qu'au niveau de chaque campagne, on peut définir quelles sont les conversions qui vont venir se mettre en face. Là où auparavant, on avait forcément toutes les conversions qui remontaient et tout s'agglutinait, c'était compliqué d'analyser. Là, on peut vraiment dire au paramétrage, dès le départ, OK, cette campagne-là ne remontera que les leads en provenance de cette source, etc., etc. Donc, essayez d'adapter ce que vous remontez au niveau de chaque campagne en fonction de l'objectif de chaque campagne. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qu'on ne pouvait pas faire avant. Ensuite, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de pister au maximum ce qu'on appelle les micro-conversions. En fait, ce sont des micro-comportements que vous allez voir sur votre site qui sont en amont de la conversion, en amont de la génération du lead. Plus l'action s'éloigne de la génération de ce lead-là, plus on parle de micro-conversion. Mais en fait, ce sont des signaux d'intérêt qui vont permettre de dire, OK, il n'a pas laissé son email, il n'a pas laissé ses coordonnées, mais il a fait cette action-là, ce qui me laisse penser qu'il a de grandes chances de le faire si j'insiste un petit peu. Donc, je vous ai mis quelques exemples de ça part de la micro-conversion à la macro-conversion. Donc, dans les micro-conversions, typiquement, les pages visitées, vous pouvez mettre en place des critères du type s'il a vu plus de 5 pages ou s'il est resté plus de 10 minutes sur mon site. Voilà, ça peut être des critères comme ça qui indiquent un certain niveau d'engagement, même s'il n'y a pas eu d'action réellement intéressante pour vous. Il s'est inscrit à de la newsletter, il a téléchargé une brochure, ce que je disais tout à l'heure. Après, on va un peu plus loin. Donc là, appel téléphonique, envoi de formulaire. Là, il y a eu quelque chose de plus engageant qui s'est produit. Et après, on le verra un peu plus loin, on va pouvoir matcher alors vous recevez les leads, c'est très bien, mais on va pouvoir derrière qualifier ces leads-là et on va pouvoir rapprocher les ventes réelles faites auprès de ces leads sur le lead initial qui a été généré sur Google. Je vais détailler ça un petit peu plus loin. Mais souvent, la problématique que l'on a, c'est que on génère des leads et c'est très bien, on a un coût d'acquisition intéressant, etc. Mais en fait, sur les 100 leads générés, on n'a fait qu'une vente. Du coup, c'est un peu décevant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est le lead qui a fait cette vente-là. Et même quel est le mot-clé qui a généré le lead qui a fait cette vente-là. Il faut remonter la chaîne pour pouvoir derrière faire de la vraie optimisation et pas simplement de l'optimisation au lead. Alors, ça fait une très bonne transition, c'était ma slide suivante. Donc, vous pouvez faire ça avec un indicateur, un paramètre qui s'appelle le gclead. Le gclead, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un identifiant qui se met dans l'URL lorsque vous cliquez sur une annonce sponsorisée sur Google. Ce sera peut-être un peu plus clair avec le schéma. Voilà. Quand vous cliquez sur une annonce sponsorisée, lorsque vous arrivez sur la page de destination, Google insère un gclead dans l'URL. C'est une série unique de caractères qui identifie en fait, non pas l'internaute, mais le clic, c'est-à-dire le clic, le mot-clé, l'annonce, ça identifie la combinaison qui a amené l'internaute à arriver sur le site. Derrière, l'idée, c'est que quand l'internaute soumet son formulaire, il faut que vous remontiez dans votre CRM, en fait, dans votre base de données, dans votre feuille Excel, peu importe. Il faut que vous associez
aux informations du lead, qui sont le nom, le prénom, l'adresse email, le téléphone, l'adresse postale, peu importe. Vous avez votre lead qui est remonté, ça y est. Il faut que vous ayez aussi une information associée qui est cet identifiant Gclead. Ça se traduit par une colonne supplémentaire en fait dans votre base de données, dans votre CRM, peu importe, une nouvelle colonne Gclead. Et donc vous avez les Gclead qui commencent à remonter. Pour les faire remonter, c'est pas très sorcier. Alors, il y a une petite intervention technique à mettre en place sur le site, mais en fait, ça passe par ce qu'on appelle le cookie session, qui va garder en mémoire le Gclead. Et lorsque le formulaire de soumission d'envoi du lead est validé, en fait, le Gclead va se remonter en même temps que les informations que l'internaute a rentrées dans le formulaire. Donc, l'internaute va rentrer son prénom, son nom, son email, valider son formulaire. Ça va remonter ces informations-là dans votre CRM et ça va remonter aussi le Gclead. Une fois que vous avez tous vos prospects, vos leads qui sont dans le CRM, vous avez le Gclead associé. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, alors derrière, il va y avoir par exemple un call center qui va rappeler ces leads-là, qui va les qualifier. Peut-être qu'il va y avoir des ventes qui vont être réalisées. Il faut que vous, par exemple, toutes les semaines ou une fois par mois, vous réimportiez en fait la liste des Gclead qui ont réellement converti, qui ont réellement fait une vente, dans Google. Et Google, en fait, va matcher ces Gclead avec les mots-clés, les annonces et les campagnes qui ont généré les leads initiaux. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. C'est peut-être un peu technique. N'hésitez pas si vous avez des questions, je regarderai à la fin. Voilà, donc en fait, ça va vous permettre de voir réellement où se sont fait les vraies ventes sur les leads générés, en fait. Et donc là, on va pouvoir s'apercevoir, par exemple, que, OK, il y a peut-être une campagne qui génère beaucoup de leads, elle est super intéressante, très bon coût d'acquisition, et qu'en fait, ces leads-là ne font jamais aucune vente. Donc sur le papier, c'est intéressant, mais quand on creuse un peu plus loin, c'est pas si intéressant que ça. Et à contrario, des campagnes qui génèrent beaucoup moins de leads, on peut se dire, bon, celles-là, elles sont pas très importantes, mais en fait, je dis n'importe quoi, 100% des leads vont passer à l'action. Et ces campagnes-là, du coup, on peut les booster. Donc, ça permet d'avoir une vision plus complète. Alors, il y a des... Alors là, je vous mettais un exemple typiquement sur Salesforce. Voilà, vous pouvez créer un champ Gclead. C'est ce qu'on fait chez AdsUp, d'ailleurs, hein, pour vérifier si nos leads sont intéressants ou pas. Voilà, vous importez le Gclead dans Salesforce, associé au lead, et derrière, on regarde si ça fonctionnait ou pas. Vous pouvez même relier Salesforce directement à Google Ads de façon à faire une liaison automatique et à ce que le Gclead s'importe automatiquement dans Salesforce. Pour l'information. Voilà, ça fonctionne avec d'autres CRM. Il ne faut pas vous bloquer techniquement à cause du CRM. Ça peut prendre l'apparence d'une feuille Excel ou peu importe, tant que vous avez cette information de Gclead associée au prospect. Voilà, donc ça, c'est vraiment le suivi offline de ce qui se passe une fois que les leads sont générés. Ensuite, vous avez une autre source très souvent négligée, oubliée, ou alors c'est compliqué de la déployer, c'est une source de lead, c'est les appels téléphoniques. Alors, il y a 3 façons avec Google de pister les appels. Vous avez la méthode qui consiste à garder votre numéro de téléphone sur le site et à traquer, en fait, sur le mobile, les personnes qui vont cliquer sur le numéro de téléphone. Donc ça peut être le numéro de téléphone tel qu'il apparaît sur le site, et généralement le téléphone mobile le convertit en lien cliquable qui génère un appel, ou alors ça peut être quelque chose d'un peu plus mis en forme, un bouton click to call, on clique dessus, et ça appelle depuis le téléphone. Donc on peut de manière simple traquer les personnes qui vont cliquer sur ce bouton et remonter le clic sur ce bouton en tant que conversion. Le problème de cette méthode, c'est qu'il y a souvent une déperdition entre les personnes qui cliquent sur le bouton et qui appellent réellement. Parce que parfois, on clique, on voit que ça ouvre le téléphone. Alors, ça dépend si vous êtes sur Android ou sur iOS. Je crois que sur Android, ça ouvre le numéro et il faut recliquer pour vraiment passer l'appel. Alors, bon, il y a généralement une petite déperdition. Mais bon, plutôt que de ne rien faire, ça se met en place facilement. C'est pas hyper précis. Mais déjà, vous avez une information de qui c'est qui clique sur mon numéro, quel est le taux de clic sur mon numéro et est-ce que je peux optimiser ça ou pas. Après, vous avez une deuxième méthode qui consiste à aller en fait traquer le numéro sur le site. Via l'insertion d'un tag, en fait, vous pouvez convertir ce numéro en un autre numéro de manière automatique qui prend soit l'apparence d'un 08, soit l'apparence d'un numéro local.
de plus en plus, c'est du numéro local, parce que le 08, on s'est rendu compte que ça effrayait l'internaute qui pense que c'est payant, alors que là, en l'occurrence, avec Google, le 08 est gratuit. Mais quand on voit 08, on se dit, je vais payer. Donc, généralement, on appelle moins. Du coup, Google déploie de plus en plus des numéros locaux, qui en fonction en fait, de la région où vous diffusez vos campagnes, va déployer un numéro traqué qui commence par l'indicatif régional. Si vous êtes en Rhône-Alpes, par exemple, ça va être du 04. Voilà. Et donc, ce numéro se transforme en numéro traqué juste pour les internautes qui cliquent sur vos liens Google. Donc, je verrai ce numéro traqué que si je viens d'un mot-clé payant, d'une annonce sponsorisée. Et ce numéro est unique pour chaque internaute. Donc, quand on appelle ce numéro, on va avoir l'information de l'appel qui va remonter dans Google, dans le compte Google, avec la provenance de l'appel, la durée de l'appel, est-ce que l'appel a été décroché ou manqué, etc., etc. Vous allez avoir plein d'informations statistiques sur les appels et vous pouvez paramétrer une action de conversion qui dit, par exemple, si l'appel a duré plus de 60 secondes, alors je considère ça comme une vente, comme une conversion. Voilà, 60 secondes ou 5 minutes, 10 minutes. Après, peu importe, vous paramétrez comme vous voulez. Et donc, on peut avoir une remontée de conversion issue des appels téléphoniques. Ça reste plus ou moins approximatif, parce que c'est pas parce que l'appel a duré plus de 60 secondes qu'il y a eu une conversion, mais ça donne déjà encore plus d'indications. Et ensuite, vous avez une troisième façon de traquer votre numéro, c'est cette fois-ci directement dans les annonces, via les extensions de numéro de téléphone. C'est-à-dire que plutôt que de traquer sur le site, alors vous pouvez tout faire en même temps, il n'y a pas de problème particulier, vous pouvez traquer sur le site et dans les annonces. Dans les annonces, idem, alors soit vous mettez votre bouton click to call avec le numéro non traqué, et vous pourrez mesurer qui a cliqué sur l'extension de numéro de téléphone, mais le mieux, c'est de garder le tracking, et là, pareil, du coup, ça associera les données de durée d'appel, de provenance d'appel, etc., etc. Tout ce que j'ai dit juste avant. Il y a aussi un type de campagne. Alors, voilà, j'ai détaillé tous les cas. Gardez son numéro, vous traquez en fait le bouton click to call. Donc ça se fait assez simplement. Deuxième cas, le numéro est traqué sur le site. Vous voyez, à gauche, c'est le numéro initial, et à droite, c'est si le trafic provient de Google, et ben, ça se transforme en 08, et maintenant, de plus en plus souvent, en numéro local, 03, 04, etc. Et troisième solution, c'est le numéro dans les annonces, et vous allez pouvoir suivre vraiment clic-clic directement dans les annonces depuis son téléphone. Et vous avez aussi un type de campagne qui s'appelle le call only. Ça, pareil, on n'y pense pas souvent. Alors, c'est pas une campagne qui va diffuser sur toutes les recherches qui vont être faites sur les mots-clés que vous achetez, mais sur de temps en temps, quand Google l'estimera utile, en fonction des requêtes et en fonction aussi de la part de voix que vous avez sur ces requêtes, Google pourra afficher, si vous avez créé ce type de campagne, des annonces call only, c'est-à-dire que quand on clique sur ces annonces-là, ça génère directement l'appel. Alors, ce n'est pas adapté à tout le monde, hein, ça dépend vraiment de votre activité. Pour le secteur industrie, je trouve que c'était pas mal. Ceux qui ont vraiment besoin de lead immédiat et par téléphone, le call only, ça permet de directement générer de l'appel au call center et surtout de mesurer, encore une fois, combien de personnes ont appelé, combien de temps, etc. etc. Donc, des annonceurs me disent « Ouais, mais ça c'est génial, moi je veux faire que du call only ». C'est pas possible. Enfin, on peut ne lancer que des campagnes call only, mais on va se priver de trafic parce que Google ne diffusera pas 100% d'annonces call only. Elles apparaîtront de temps en temps, mais pas dans 100% des cas. Donc, si vous n'avez pas une annonce classique de remplacement, dans les cas où Google décide de ne pas faire apparaître du call only, vous allez manquer l'impression de l'annonce. Vous allez manquer l'internaute. Il faut avoir les deux en parallèle. Et tantôt, ça sera votre call only qui passera, tantôt ce sera l'annonce classique. Voilà pour la partie call only, qui est souvent oubliée. Et donc, une fois qu'on a branché son suivi de conversion, qu'on a mis en place son GTlead pour traquer les leads au-delà pour savoir combien de ventes ont réellement généré mes leads. Et une fois qu'on a bien pensé à traquer toute la partie call only, on a déjà quelques informations, on a déjà fait plus qu'une grosse majorité d'annonceurs qui ne vont que traquer leur formulaire et puis ça s'arrête là. Une fois qu'on a ces informations qui remontent, et aussi toute la partie micro-conversion, donc pas simplement les leads, mais aussi les actions, les comportements, et que vous avez associé ces conversions-là aux différentes campagnes,
de dire, par exemple, cette campagne-là, elle est assez générique, je veux qu'elle me génère un maximum de pages vues. Voilà, ça, c'est la micro-conversion. Et après, on fait une autre campagne sur laquelle l'objectif principal sera vraiment de générer de l'appel. Donc là, on va associer la conversion appel, etc., etc. Donc, vous pouvez brancher après des stratégies d'enchères. Alors, sur du lead, c'est du CPL, l'équivalent du CPA. Et vous allez en fait régler votre curseur en disant moi, je suis prêt à payer tant pour avoir tant de conversions. À savoir que si vous augmentez votre CPL, vous allez avoir plus de conversions a priori, mais vous allez les payer un peu plus cher. Et si vous diminuez votre CPL, vous allez avoir moins de conversions, vous allez payer moins cher. Donc, c'est à vous après de trouver, ça c'est un travail qu'on réalise ensemble, c'est à vous de trouver le juste milieu entre le coût d'acquisition et volume que vous souhaitez générer. À savoir aussi que vous pouvez, grâce au Gclead, importer le CA généré par en fait ces leads directement aussi dans Google. Et vous pouvez associer à ces données-là aussi une stratégie d'enchère, qui elle, du coup, sera basée sur du retour sur investissement. On se dit, ouais, moi je fais du lead, c'est pas adapté, mais en fait, si vous arrivez à importer les données de vente et du coup de chiffre d'affaires généré de vos clients directement dans la plateforme avec le Gclead, vous pouvez très bien, vous faites par exemple un import quotidien des Gclead, du coup, une fois par jour, la stratégie aura de la matière pour travailler et pourra optimiser vos enchères pour suivre un objectif de ROAS. Ça, c'est tout à fait possible. Une petite bêta aussi dont je voulais vous parler, c'est Conversational Lead Generation. Ça, c'est pour qualifier encore plus vos leads grâce à un chatbot, en fait, qui est mis en place par Google. Ça va poser plusieurs questions. Alors, c'est paramétrable. Hein. Bon, après, ça reste une bêta. Donc, pour l'activer, il faut demander à votre agence ou votre conseiller Google. Tous les comptes ne sont pas éligibles, mais ça commence à apparaître. Ça prend la forme d'une petite extension comme ça, et ça permet en fait de lancer le chatbot et de filtrer un peu les leads que les campagnes vont vous envoyer. Donc ça peut aussi être un gain de temps vraiment pas négligeable pour les personnes du call center, par exemple, qui parfois reçoivent des leads pas assez qualifiés. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes. J'avais prévu aussi un volet sur la partie audience. Je vais faire du mieux que possible. Bon, ça, c'était vraiment les tips Gclead, suivi des appels, etc. pour le secteur industrie. Après, ça, c'est plus des stratégies au niveau des audiences qui s'appliquent à n'importe quel secteur et qu'il faut aussi penser à mettre en place. J'en avais parlé aussi lors du dernier webinaire. Vos audiences, c'est-à-dire tous les visiteurs qui viennent sur votre site, et ça rejoint mon discours sur les micro-conversions, il faut les garder en mémoire. Il faut les garder en mémoire, pourquoi ? Parce que tout le monde ne va pas tout de suite générer du lead ou faire des ventes. Vous allez d'abord avoir du trafic qui s'est engagé, mais pas suffisamment, et qu'il va falloir retravailler et faire revenir sur le site. Donc, ce qu'on vous suggérait, c'est par exemple de faire de constituer des bassins d'audience, par exemple de toutes les personnes qui sont venues sur votre site pendant la période du confinement, qui ont peut-être un comportement différent des autres. Ça, vous pouvez le faire de manière rétroactive. Vous pouvez dire du 17 mars au 30 avril, même jusqu'au 11 mai, je crée mon bassin rétroactivement, et donc ça y est, j'ai mon bassin avec toutes les personnes qui sont venues sur mon site pendant cette période-là, et je vais les travailler différemment. Alors, comment les travailler après ? Alors, vous pouvez les recibler en display, ça tout le monde connaît, mais aussi en search. Ça, généralement, on l'oublie un peu plus. Mais vous pouvez adapter votre stratégie search en fonction de vos bassins. Alors, je vais me focaliser sur la stratégie search parce qu'en display, on voit à peu près ce que c'est. Voilà, on va retargeter avec des bannières et on va essayer de faire de la conversion avec ça. Sur le search, il y a 3 stratégies possibles. Premièrement, vous pouvez vous positionner sur des keywords qui sont plus génériques, c'est-à-dire des keywords très coûteux. Vous n'avez pas forcément le budget pour vous positionner dessus, mais vous pouvez envisager de vous positionner dessus uniquement pour les personnes qui ont manifesté un intérêt sur mon site. Par exemple, qui ont visité plus de 10 pages lors de leur dernière visite. Sur ces personnes-là, on peut envisager de se positionner. Stratégie 2, c'est d'adapter l'enchère sur les keywords que vous avez déjà. De dire, s'ils sont venus, ils ont de l'intérêt, allez, je vais faire un plus 20% de boost sur ces personnes-là. Et stratégie 3, c'est de modifier le message dans les annonces. Voilà, vous avez un exemple sur des annonces retail, pas forcément adapté sur votre secteur, mais c'est pour vous illustrer la chose. Quelqu'un qui est déjà venu, on peut par exemple lui pusher un code, mais ça peut être adapter le message d'une manière générale. Et une fois que toutes ces stratégies sont bien définies, il faut que vous créiez un audience board. Ça prend cette forme-là, de manière très simplifiée.
pour savoir en fait quelles sont les personnes que vous souhaitez aller toucher et comment les toucher. Donc, est-ce qu'on va booster les enchères? Est-ce qu'on va les réduire? Est-ce qu'on va personnaliser les annonces? Comment est-ce qu'on organise tout ça? Il faut que vous ayez cette audience board-là, que vous l'ayez quelque part. Vous pouvez même le mettre en fond d'écran. Et les campagnes doivent s'articuler autour de ce type de stratégie très précise. Il faut que vous ayez schématiquement l'articulation de vos campagnes avant de les monter. Et pour conclure sur cette partie audience, il me reste une petite minute. C'est la partie lifetime value. Donc ça consiste à aller travailler cette fois, non pas ceux qui sont venus sur le site et qui n'ont rien fait, mais cette fois-ci, tous ceux qui ont déjà converti chez vous. Donc là, pareil, je n'aurai pas le temps de tout détailler malheureusement, mais on peut dessiner des grands axes stratégiques autour de ces clients-là. En fait, il faut les catégoriser. Ça, c'est un travail qu'on fait chez AdsUp. On récupère les bases en accord, bien sûr, avec le client et on segmente les différents clients existants en fonction de leur typologie, les anciens clients, les très anciens, ceux qui commandent très fréquemment, moins fréquemment, ceux qui ont des très très gros paniers, entre guillemets, paniers, en tout cas ceux qui font des grosses commandes ou qui représentent par exemple un abonnement, un volume d'abonnement très important mensuellement. Et on adapte, en fonction de ces bassins, la stratégie en face. Je vous ai mis quelques exemples ici, on ne pourra pas détailler, mais voilà, typiquement sur les anciens clients, on va essayer de les faire revenir avec du RLSA. Sur les clients, les top clients, ceux qui ont des gros paniers et qui commandent très souvent ou qui sont là depuis très longtemps, on ne veut surtout pas les perdre, donc on va personnaliser notre message spécialement pour eux, on va se positionner sur des keywords beaucoup plus génériques parce qu'ils ont déjà rapporté beaucoup à l'entreprise. On peut même envisager de couper l'annonce notoriété parce qu'ils nous connaissent déjà, donc ça pareil, c'est un débat à avoir. Mais voilà, on peut faire des actions de ce type-là pour vraiment travailler l'audience existante de clients, parce que ça reste quand même les premiers apporteurs d'affaires, c'est les clients existants, donc il faut vraiment capitaliser sur ces profils-là. Voilà, j'en ai fini, pile poil dans les temps, puisqu'il est 11h, sur cette présentation. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui m'étaient posées, on n'aurait peut-être pas le temps d'y répondre. Yes, Maxime. Alors, écoute, on a une question, je crois, une ou deux. Effectivement, on va prendre un peu de temps hein, parce qu'après, donc, on a une dernière présentation avec Envoice. Yes. Donc, on terminera voilà, aux alentours de 11h30. On a une question de Frédéric qui demande peut-on repousser les G-Clead à Google en temps réel? Google met-il un certain temps à les consommer? Excellente question. Alors, en temps réel, ça doit pouvoir se faire, oui. La seule contrainte, j'allais dire, c'est que il faut mettre en place cet import temps réel avec Google. De toute façon, nous, ce qu'on conseille de faire plutôt, c'est une fois par jour, vous importez la liste des G-Clead parce que de toute manière, ces G-Clead-là, le but, c'est de les qualifier. Donc, en temps réel, ça ne sera pas possible de savoir si le lead associé, en fait, a vraiment été intéressant ou pas. Généralement, il s'écoule quelques jours entre le moment où on reçoit le lead et le moment où on sait si vraiment ce lead-là, il a été intéressant pour nous ou s'il n'a pas fait de vente. Donc, ça peut être une fois par jour, une fois par semaine en fonction du rythme de transformation du lead. Et après, l'import peut se faire soit avec une feuille Excel directement dans Google de manière manuelle, mais on peut aussi faire une association d'un Google Sheet. Donc c'est plus ou moins temps réel. Vous pouvez du coup copier-coller les G-Clead dans cette feuille G-Sheet et elle viendra s'importer automatiquement dans Google. Donc c'est plus ou moins possible, mais il faut quand même prendre un minimum le temps de qualifier le lead avant de le réimporter, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci. Ouais. On a une deuxième question hein, de Marie qui demande si tu as des conseils pour rédiger une bonne landing page. Alors, c'est un sujet qui est vaste, hein, donc je ne sais pas si tu peux résumer en quelques mots. Si, mais en fait, alors c'est vrai que c'est un sujet à part entière, mais la landing page, il faut essayer de faire en sorte qu'elle reprenne à minima les mots-clés qui vont être achetés après sur la partie SIA. Il faut que Google puisse retrouver sur la page les termes, les mots-clés qui vont être achetés sur le moteur. Ça fait partie en fait ce que Google appelle la pertinence de la page de destination, au-delà de plein d'autres critères, c'est est-ce que le contenu qu'on retrouve dessus est bien lié aux mots-clés qu'on achète. Après, il y a plein d'autres critères, c'est la vitesse de chargement de cette page, est-ce que cette page est intuitive, et il y a même, pour aller un peu plus loin, un autre indicateur qui commence à faire son apparition, qui s'appelle le taux de conversion prédictif,
un taux de transformation plus élevé que d'autres auront l'avantage sur le moteur par rapport à des pages qui convertissent moins. C'est un indicateur qui, voilà, en fait, là où Google regarde historiquement surtout ce qu'on appelle le quality score, c'est-à-dire la pertinence entre le mot-clé et l'annonce, le taux de clic sur les annonces, voilà, la qualité. Là, Google a introduit une notion de taux de conversion prédictif et aura tendance à mettre plus en avant les